Léandre, je suis fatigué. Pour terminer avec mon histoire, si je jouais une scène du bourgeois gentilhomme, non, même pas du bourgeois gentilhomme, non, du malade imaginaire, hein? Ce serait un beau tombé de rideau, non? Je ne crois pas. Il faut savoir tourner la page, Monsieur Poquelin. Oh, Léandre, laissez-moi jouer un petit morceau du malade imaginaire. Oh, je veux jouer le malade imaginaire. Je veux jouer le malade imaginaire. Docteur, notre Molière est bien mal en point. Vous pensez que... Mais ne vous inquiétez pas, nous aurons toujours besoin de votre service. La relève est assurée. En voilà encore un autre qui se prend pour Molière. Toinette? Toinette! On y va, on y va. Oh, chienne, carogne. Un diantre soit fait de votre impatience. Vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre le coin d'un volet. Traîtresse! Il y a 1 heure, tu m'as laissé. Ah, mais tais-toi donc, coquine, que je te querelle. Ah ça non. Après ce que je me suis fait. Tu m'as fait égosiller, carogne. Et vous m'avez fait, vous me cogner la tête. L'un vaut bien l'autre. On les quitte. Quoi, coquine? Si vous querellez, je pleurerai. Il faudra encore que j'ai pas le plaisir de la quereller. Oh mais querellez tout votre sou, je le veux bien. Mais tu m'en empêches, chienne, en m'interrompant à tout coup. Ôte-moi ceci, coquine. Ôte-moi ceci. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement? Oui. Ai-je bien fait la bile? Ma foi, je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est au docteur Florent à y mettre le nez, puisqu'il en a le profit. Qu'on ait soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre que je dois entreprendre. Ce docteur Florent, là, et cet autre monsieur Purgon, s'égayent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait, et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. Taisez-vous, ignorant! Ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine! Oh! Qu'on me fasse venir ma fille Angélique, j'ai à lui dire quelque chose. La voici qui vient d'elle-même. Elle a deviné votre pensée. Ah! Approchez, Angélique. Vous venez à propos, je voulais vous parler. Me voilà prête à vous ouïr. Attendez, donnez-moi mon bâton. Oh, je vais revenir tout à l'heure. Allez vite, monsieur. Allez, monsieur. Le docteur Florent vous a donné son remède. Toinette, Quoi? regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette, Eh bien, quoi, Toinette? ne devines-tu point de quoi je veux parler? Ah, je m'en doute assez. De notre jeune amant. Car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens. Et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Je t'avoue que je ne saurais me passer de te parler de lui et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais dis-moi, condamnes-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui? Je les garde. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Et voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi? À Dieu ne plaise. Dis, ne trouves-tu pas comme moi quelque chose du ciel, quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance?
connaissance. Oui. Ne trouves-tu pas que cette action d'embrasser ma défense sans me connaître est tout à fait celle d'un honnête homme? Que ses discours, comme ses actions, quelque chose de noble. Cela est sûr. Et qu'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit. Il est vrai. Mais ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Ces choses-là parfois sont un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Oh hélas, que dis-tu là, Toinette? De la façon qu'il parle, serait-il bien possible qu'il ne me dit pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclairci. Et la résolution où il vous écrivit hier qu'il était de vous faire demander au mariage est une prompte voie à vous faire connaître s'il vous dit vrai ou non. C'en sera là la bonne preuve. Antoinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre père qui revient. Ah, ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle ou peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que ceci, vous riez? Ah, cela est plaisant, oui, ce mot de mariage. Ah, il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Oh, nature, nature. À ce que je puis voir, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Ah, je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Ah, je suis bien à l'aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue et je vous ai promise. Ah, c'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse. Oh, la bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l'ai emporté, hein. Et ma parole est donnée. Ah, comme je vous suis obligée, mon père, de toutes vos bontés. Je n'ai pas encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content. Et toi aussi, hein. Assurément, mon père. Comment l'as-tu vu? Ah, je ne feindrai pas de vous le dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours et de l'inclination que dès cette entrevue nous avons prise l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit ça. Mais j'en suis bien à l'aise, hein. Et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait. Oui, mon père. De belle taille. Sans doute. Agréable de sa personne. Assurément. Sage et bien né. Tout à fait. Et qui parle bien latin et grec. C'est ce que je ne sais pas. Et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père? Oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment. Mais qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon. Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? Le bel demande. Il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon? Quelle Cléante? Nous parlons de celui pour qui on t'a demandé en mariage. Eh oui! Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Purgon, mon médecin. C'est le fils de son beau-frère, lui aussi médecin, Monsieur Diafoirus. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus, et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin. Monsieur Purgon, Monsieur Fleuron l'apothicaire et moi. Et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Qu'est-ce? Te voilà tout est bobby. C'est mon père que je connais, que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre. Mais quoi, monsieur? Vous auriez fait ce descend burlesque? Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Oui. Oh, de tout fait mêles-tu, coquine? Impudente que tu es. Mon Dieu, Doudou, monsieur, quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et les alliés médecins afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie. D'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances. Voilà une bonne raison. Voyez, monsieur, il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Oh, coquine, si je suis malade,
Prudence. Eh bien oui, monsieur. Vous êtes malade, n'ayons pas de querelle là-dessus. Vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord. Et plus malade que vous ne pensez. Et votre fille, n'est-on pas malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. J'en ai affaire, moi. Outre que le parti est plus avantageux qu'on ne pense, monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et monsieur Purgon n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. Et il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche, monsieur. Tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Votre fille doit épouser un mari pour elle. Et elle n'est point faite pour être madame Diafoirus. Je veux, moi, que cela soit. Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera ou je la mettrai dans un couvent. Vous ne la mettrez point dans un couvent? Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent. Non. Voilà qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Et qui m'en empêchera? Mais vous-même, oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra pas. Une petite larmoute, des bras jetés au cou. Un petit papa mignon prononcé tendrement sera assez pour vous toucher. Je vous dis que je n'en déborderai pas. Mon Dieu, mais je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je suis point bon, je suis méchant, mon jeu. Monsieur, ne vous sentez pas que vous êtes malade? Je lui commande absolument à se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace, n'est-ce là? À une coquine de servante de parler ainsi devant son maître? Mais quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Oh, coquine! Ah, il faut que je t'assomme! Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Viens ici, que je t'apprenne à parler chienne. Je ne consentirai jamais à ce mariage. Je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diafoirus. C'est Caronne! Caronne! Et elle m'obéira plutôt qu'à vous. Angélique, tu ne veux point arrêter cette coquine-là? Et mon père, ne vous faites point malade. Oh, je n'en peux plus. Voilà pour me faire mourir. Ma femme, approchez. Aimez-vous, mon pauvre mari? Venez-vous-en ici à mon secours. Que c'est donc qu'il a, mon petit-fils? Oh, mamie. Mon ami. On vient de me mettre en colère. Hélas, pauvre petit mari. Comment donc? Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais. Elle m'a fait enrager, mamie. Doucement. Et a eu l'effronterie de me dire que je n'étais point malade. C'est une impertinence. Mamour, cette coquine-là me fera mourir. Oui, là, oui, là. Elle est cause de toute la bise que je fais. Ne vous emportez point le temps. Il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser. Ah mon Dieu, mon fils, il n'y a point de servantes et de serviteurs qui ne leur défont. Et l'on les contraint parfois de souffrir leurs mauvaises qualités. Celle-ci est sérieuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions avec les gens. Oh là, toilette! Madame? Pourquoi est-ce que vous mettez mon mari en commun? Moi, madame? Je ne sais ce que vous me voulez dire. Je ne songe qu'à complaire à monsieur en toutes choses. Oh, la traîtresse! Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafoirus. Je lui ai dit que je trouvais le parti fort avantageux pour elle.
mais que je pensais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela. Oh, maman, Qu'elle a raison. maman, vous la croyez? C'est une scélérate. Elle m'a dit sans insolence. Eh bien, calmez-vous, mon ami, là, je vous crois. Oh, Toinette, si vous fâchez encore mon mari, je vous mettrai dehors. Amenez-moi des coussins que je l'accommode dans sa chaise. Oh, voilà, je ne sais comment. Enfoncez bien votre bonnet sur vos oreilles. Il n'y a rien qui enrhume tant que de prendre l'air par les oreilles. oh, mamie, oh, que je vous suis obligé de tous les soins que vous prenez de moi. Pauvre petit-fils. Levez-vous, je vais mettre ça sur vous. Celui-là, pour vous appuyer. Cet autre-là, de l'autre côté. Celui-là, pour soutenir votre dos. Et celui-là, pour vous garder la sécurité. Oh, coquine! Tu vas m'étouffer! Et là, qu'est-ce que c'est donc? J'en puis plus. Pourquoi vous nous emportez ainsi? Elle a cru bien faire. Vous ne connaissez pas, m'amour, la malice de la pendarde. Elle m'a mis tout hors de moi. Et il me faudra plus de 8 médecines et de 12 lavements afin de réparer tout ceci. Mon petit ami, apaisez-vous un peu. Oh, mamie, vous êtes toute ma consolation. Bon, tâchez de reconnaître l'amour que vous me portez. Je veux mon cœur que je vous ai faire mon testament. Ne me parlez pas de tout cela, je vous prie. Le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais dit de parler pour cela à votre notaire. Mais il est ici. Oh. Je l'ai emmené avec moi. Faites-le donc entrer, m'amour. Oh, mon ami, lorsqu'on aime bien un mari, on n'est guère en état de songer à tout ça. Approchez, monsieur de Bonnefoy, approchez. Prenez un siège, s'il vous plaît. Ma femme m'a dit, monsieur, que vous étiez fort habile et tout à fait de ses amis. Et je l'ai chargé de vous parler pour un testament que je veux faire. Elle m'a, monsieur, expliqué vos intentions et le dessein que vous faisiez pour elle. Et je vais vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien laisser à votre épouse par votre testament. Pourquoi? La coutume y résiste. Le seul avantage qu'hommes et femmes conjoints par mariage se peuvent faire l'un à l'autre est un don mutuel entre vivants. Voilà, une coutume bien impertinente. Qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement, qui prend de lui tant de soins. J'aurais envie de consulter mon avocat pour voir comment je pourrais faire. Ce n'est point à des avocats qu'il faut aller, car ils sont d'ordinaire sévères là-dessus et s'imaginent que c'est un grand crime. Usés en fraude de la loi, ce sont gens de difficultés ignorant des détours de la conscience. Il y a d'autres personnes à consulter qui peuvent rendre juste ce qui n'est pas permis, parce qu'ils sont plus accommodants. Sans cela, que ferions-nous tous les jours? Il faut de la facilité dans les choses. Autrement, nous ne ferions rien. Et je ne donnerai pas un sou de notre métier. Mon ami, il ne faut point vous préoccuper de tout cela. S'il venait faute de vous, mon fils, je ne saurais rester au monde. Oh, mamie! Si j'étais assez malheureuse pour vous perdre, Ma chère femme. je ne voudrais pas rester au monde. Mamour! Et je suivrai vos pas pour vous prouver toute la tendresse que j'ai pour vous. Oh,
les cœurs, consolez-vous, je vous prie. Ces larmes sont hors de saison. Et les choses n'en sont point encore là. Vous ne savez pas, monsieur, ce que c'est que Marie, qu'on a tant dans le vent. Oh, tout le regret que j'aurai si je meurs, mamie, c'est de ne point avoir un enfant de vous. Monsieur Purgon m'avait dit qu'il m'en ferait faire un. Cela pourrait se faire encore. Il faut faire mon testament, m'amour, de la façon dont monsieur dit. Mais, par précaution, je veux vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans les lambris de mon alcôve et 2 billets payables au porteur. Je ne veux point de tout cela. Combien, dites-vous, pour votre alcôve? 20 000 francs, m'amour. Ne me parlez pas de bien. De combien sont les 2 billets? Ils sont l'un de 4 000 francs, l'autre de 6. Tous les biens du monde ne me sont rien au prix de vous. Voulez-vous que nous procédions au testament? Oui, mais nous serons mieux dans mon petit cabinet. Conduisez-moi, m'amour, je vous prie. Ici,